Alors peut-être, François, maintenant, allons-nous pouvoir donner la parole aussi au chef d'établissement et peut-être commencer par monsieur le proviseur ici du lycée Concordia qui nous accueille, et je le redis, après avoir fait le tour d'un certain nombre d'établissements, eh bien, que je salue encore et que je remercie. Merci, Madame la sénatrice. Bonjour à tous, à ceux que je connais un peu aussi. Juste pour vous dire que le hasard fait que le lycée Concordia est en suivi d'homologation, et donc on vit ce moment. Et au fond, un peu dans la démarche de M. Deray, je pense que c'est un outil quand même d'amélioration permanente. Nous, on a vécu l'homologation maintenant il y a 3 ans pour la phase terminale. Aujourd'hui, on est dans la phase de suivi d'homologation, et au fond, c'est vraiment un outil de questionnement. C'est pas pris comme une pression de vie ou de mort, mais c'est quand même une question, c'est pris comme une question de positionnement. Et c'est vrai que pour l'instant, les questions qui ont été posées nous ont permis d'avancer et de faire le point sur les différents sujets. Alors, dans le questionnaire, il y avait la question de savoir est-ce que les conclusions de l'homologation ont été présentées à l'ensemble de la communauté. Eh bien, au lycée Concordia, ça avait été le cas il y a 3 ans. Donc, les éléments qui avaient été présentés comme un petit peu améliorés avaient été présentés à l'ensemble des personnels, pas des enseignants, pas des parents d'élèves, mais au niveau des personnels. Et ça aussi, c'est un élément moteur parce qu'au lycée français de Concordia, nous avons une majorité d'enseignants qui sont des locaux et qui n'ont pas tous une perception du système français par leur expérience de jeunes, alors que à travers l'homologation, ils ont vraiment une vision très générale et très globale de la démarche que nous devons suivre. Et donc, pour moi, aujourd'hui, l'homologation telle qu'elle est, elle permet vraiment de répondre à ce besoin de nous caler aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, voilà pour nous, selon le suivi d'homologation qu'on vit actuellement, les dossiers à faire en octobre, et puis les rendez-vous qui auront lieu en mars pour nous, eh bien, en fait, c'est vraiment vécu comme une amélioration permanente telle que ça doit être. Et vraiment, on a fait des progrès, je pense, qui seront notés en mars par les inspecteurs. Donc, globalement, pour nous, sur le terrain, c'est vraiment un outil d'amélioration permanente explicite, et on partage aussi avec les parents d'élèves. Donc, ça veut dire que les parents d'élèves ont su que le 18 octobre, on avait envoyé les dossiers, et que le 1er de mars, il y a une visite. Et je pense que tout le monde en est fier et vraiment le prend comme un objectif pour être à la hauteur du rendez-vous. Voilà. Merci, monsieur le proviseur. Merci, monsieur le proviseur. Attendez, j'ai du mal à me retrouver avec la caméra. Voilà. Je vais passer la parole à Sandrine Tancher, donc, qui va pouvoir nous parler de son expérience et qui est, comment dirais-je, variée parce qu'elle a vécu plusieurs étapes de l'homologation, de la première homologation du cycle 1, cycle 2, jusqu'à l'homologation du cycle terminal, si je ne m'abuse, et avec les critères précédents et les nouveaux critères qui ont été modifiés assez récemment. Donc, son témoignage va être intéressant de voir comment vous avez vécu cette homologation, les différents, justement, l'évolution des critères. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait faire de votre point de vue? Voilà, je vous passe la parole avec mes remerciements. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Casbonne, notre sénatrice, pour ce rendez-vous et nous donner l'occasion de nous exprimer justement à ce sujet. Donc effectivement, nous, on a connu plusieurs phases d'homologation. Donc on a déposé notre premier dossier en 2018, donc avec les premiers critères donc pour le premier degré. Et ensuite, nous avons demandé une extension d'homologation l'année suivante pour le collège, puis une extension l'année d'avant pour le lycée. Donc, l'allègement des critères, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un allègement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je prends l'exemple du CNED, le recours au CNED pour les classes à examen. Moi, je trouve que ça a été une très, très bonne chose, puisqu'il y avait une véritable inquiétude des parents par rapport à ces années d'examen. Pendant, nous, ça a été l'année du brevet, la première année. Que vont devenir nos enfants s'il n'y a pas de recours au CNED, puisqu'ils deviennent candidats individuels? Donc ça, je trouve que ça a été une très bonne chose. Ça a rassuré toute la communauté éducative et les parents
par rapport à cette inquiétude. Donc maintenant, on peut demander une homologation. Donc nous, on l'a fait sur le collège, tout en conservant le CNED pour l'année d'examen. Donc leur contrôle continu a été comptabilisé. Et du coup, on a fait la même chose pour le lycée. Et là, je ne vous dis pas, l'inquiétude est encore plus grandissante. Donc, comme ils avaient vécu l'expérience avec le collège, les parents étaient vraiment rassurés. Vous imaginez maintenant, en plus, avec l'introduction du contrôle continu pour l'obtention du bac, ça aurait été dramatique de ne pas faire rentrer cette réforme. Donc là, moi, je pense que ça a été vraiment le point déterminant dans ces critères. Et pour moi, c'est le critère majeur, on va dire. Après, pour notre expérience, alors effectivement, la première année, c'est toujours une année de pression, d'angoisse, parce que, je ne vais pas dire entre guillemets, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais c'est un petit peu ça. Et je pense que le plus important, la première année, c'est vraiment l'accompagnement. Alors nous, on est partenaire de la MLF. C'est vrai que ça rassure déjà, et puis ça guide. Ça nous guide parce qu'on a pu se préparer pendant 2 ans pour savoir vers quoi nous devions aller, quelles sont les exigences par lesquelles il ne faut vraiment pas déroger. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important, l'accompagnement. Et ça, je conseillerais à tout le monde d'être accompagné. Il me semble difficile de répondre aux critères, pas seulement d'homologation, mais déjà du système français sans accompagnement. Parce que quand on parle d'homologation, il faut voir derrière quand même tout le système français. Il ne faut pas voir que les critères d'homologation. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que le fait d'avoir pris en considération cette période Covid très difficile, ça a été un véritable plus et ça a évité une rupture. Nous, le collège, lorsqu'on a demandé notre extension d'homologation au collège, les visites, c'était pour 2020, donc toutes les frontières étaient fermées. On a eu une inscription en visio, donc très importante. Et l'année dernière, toujours le problème des frontières fermées, nous avons eu une inspection en novembre. Donc, moi, je pense que toute cette souplesse qui a été mise en place, vraiment, j'en suis reconnaissante parce qu'on était rentré dans un processus et il ne pouvait pas y avoir de rupture. Donc ça, c'était très important, avec en plus une rétroactivité de l'homologation, donc très, très important. Après, au niveau de ce qui a été dit précédemment, je voudrais rebondir un petit peu sur est-ce que l'homologation est contraignante. Alors là, je pense que tout dépend où on se place. Si on se place du côté des établissements, évidemment, moi, je pense que l'homologation est quand même assez contraignante. On doit répondre à des critères assez précis, assez déterminés. Si on se met du côté des parents, peut-être qu'effectivement, on en voudrait toujours plus, hein, c'est évident. Par contre, mon prédécesseur, Monsieur Laborde, a parlé du problème des personnels titulaires. Donc, effectivement, les personnels titulaires, ça, c'est un véritable problème. Donc là, il faudrait peut-être qu'on essaie de voir quelles pourraient être les possibilités. Je pense que l'expérience au Maroc avec la formation qui avait été mise en place par le SCAC est très importante. Nous, elle nous a permis de former, par exemple, dès la première année, 3 personnes sur le premier degré, donc qui ont obtenu un executive master, qui était en partenariat avec une université en France, le SCAC et une université marocaine. Donc, je pense que ça, c'est lourd à gérer parce que 1 an et demi de formation quand même du personnel, de temps en temps à libérer des cours, mais c'est une très bonne solution. Moi, je trouve que la formation, elle a été de qualité. Donc là, je pense qu'il faut vraiment s'engager dans cette voie, mais aussi sur le second degré. Malheureusement, pour le moment, c'est un peu compliqué à mettre en place et qu'on aura de plus en plus l'obligation d'avoir un recours aux personnels locaux. Les titulaires de plus en plus difficiles à avoir. Et puis, je ne vous cache pas que venir à Oujda, ce n'est pas aussi attractif que d'aller à Agadir ou à Casablanca. Donc, donc, je pense que c'est une bonne solution, la formation du personnel local. Peut-être sur des formations plus longues que par rapport aux petites formations qu'on peut observer actuellement. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à notre expérience d'homologation. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que toutes les fois où on a eu des inspecteurs,
ça s'est très bien passé parce que je pense que le plus important, c'est la sincérité. Il ne faut pas vouloir être au top sur tout. On a des défaillances, on a des points forts. Et justement, avec l'inspection, on ne sent pas, enfin, nous, l'inspecteur, quand ils sont venus à chaque fois, les inspecteurs, on ne sentait pas cette sanction dont certains peuvent parler. Au contraire, on sent vraiment qu'il y a une bienveillance dans les conseils en plus que peuvent nous apporter les inspecteurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment être le plus sincère possible, savoir qu'on a des points forts et des points à améliorer. Et ils sont là justement pour nous orienter. Donc, voilà, je pense que en gros, notre expérience, enfin, nous l'avons bien vécu. Et après, on repart dans un système après de renouvellement d'homologation, effectivement. Parfait. Merci, merci Madame Tanché. Peut-être juste avant de passer la parole à Christophe Laborde, à qui je l'ai promise, et qui te parlera peut-être plus de renouvellement d'homologation, mais éventuellement les deux. J'aurais voulu peut-être que Rosanne Le Guenec nous précise en quoi consiste le renouvellement d'homologation. Et Jonathan Dereuil a évoqué la nécessité, on est plusieurs, je pense, à le penser, à la nécessité d'avoir une véritable démarche qualité. Donc, dans quelle mesure ce renouvellement d'homologation qui se fait tous les 5 ans est-il un processus en même temps d'amélioration continue et non pas quelque chose qui tombe au bout de 5 ans et qui a une sorte de coup près? Alors, je ne fais pas de procès d'intention, je vous laisse nous expliquer. Et puis, j'ai vu sur le site EduSchool qu'il y avait une référence à Caléduc EFE. Donc, si Rosanne pouvait nous parler un petit peu de Caléduc EFE, dans quelle mesure c'est véritablement mis en œuvre ou pas, parce que là on s'orienterait vraiment vers une démarche de qualité. Et donc, après, Christophe Laborde pourra commenter sur justement le renouvellement en tant que tel quand il l'a fait pour son établissement, son précédent établissement. À vous la parole. Merci beaucoup. Sur les temps, effectivement, les 3 temps de la question, le renouvellement, il est inscrit tous les 5 ans pour les établissements qui connaissent effectivement, qui savent qu'ils vont passer en renouvellement. Le process, on l'a évoqué, c'est la première partie de la campagne. Donc, ce qu'évoquait Madame Tanché, effectivement, c'est qu'en général, ce sont les missions qui sont diligentées à partir du mois de novembre. C'est-à-dire qu'on essaye d'arriver le plus rapidement possible quand même dans les établissements. Et le deuxième temps de la question sur la demande qualité, effectivement, c'est quelque chose que nous avons rehaussé au travers de plusieurs éléments. D'abord, le fait qu'entre les 5 ans, je souhaite le rappeler, il ne se passe pas rien dans les établissements. C'est-à-dire que les établissements, d'abord, ont cette feuille de route et travaillent sur cette feuille de route. Très souvent, de fait, selon les points qui ont été évoqués, ils sont en lien avec ma direction, la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Ils sont en lien donc avec les inspecteurs référents dans les zones. Ils sont en lien avec les formateurs. On a, je pense, des échanges qui sont assez sincères, comme l'évoquait, à la fois sur le temps de l'évaluation, mais de l'homologation, et aussi sur le temps du travail dans l'interstice de ces 5 années. Là où on renforce effectivement les choses, c'est que de plus en plus, on peut ou accoler une journée complémentaire qui nous permet de travailler des thématiques avec l'établissement sur le plurilinguisme, sur les parcours, sur la citoyenneté. Enfin, il y a des thématiques qui sont régulièrement abordées en marge effectivement de ces homologations. Et puis, les inspecteurs, de plus en plus, et la fin de la crise Covid le permet, retournent dorénavant vers les établissements avec ces missions, en quelque sorte, qui sont des missions de travail avec les équipes en établissement sur des points qui sont évoqués. Pour évoquer Caléduc, le troisième élément de la question, alors oui, Caléduc nous intéresse fortement
justement, tout ce principe d'auto-évaluation des établissements est extrêmement intéressant. Nous nous étions saisis de Caléduc, qui est un outil, en quelque sorte, utilisé en académie. Il se trouve que il ne répondait pas complètement aux attentes de nos établissements situés en contexte différent. Et on avait mené un travail anciennement au service pédagogique d'adaptation de cette auto-évaluation, auto-positionnement des établissements pour le réseau. Et de fait, le Covid nous a rattrapés parce qu'au moment de le mettre en place, on avait mené une petite expérimentation et au moment de le mettre en place, le Covid nous a effectivement rattrapés. Donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. En même temps, c'est un élément que a été évoqué le Conseil de l'évaluation de l'école. Il y a une première partie d'auto-évaluation à un travail de 8 à 10 semaines en établissement. Donc là, était évoquée la complémentarité. Il faut voir effectivement, et là aussi la DREC l'évoquait, sur ce qui ressortira de cette expérimentation. Donc on laisse l'expérimentation et on voit quels sont les outils les plus à même de nous aider pour les établissements. Très bien, merci beaucoup, Rosane. Monsieur Laborde, désolé de vous donner la parole avant, donc je vais partager votre expérience avec nous sur l'homologation, le renouvellement en particulier. Oui, bonjour Madame la sénatrice, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser témoigner. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, je dirige un établissement conventionné du réseau de l'AEFE qui est situé au Salvador et qui est homologué depuis fort longtemps. Et j'ai vécu en 2019-2020 donc un renouvellement d'homologation. Et donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je souhaitais dire ce soir, c'est d'abord que l'homologation, comme l'a dit le directeur de l'AEFE tout à l'heure, ça se vit au quotidien. Et donc, en fait, l'homologation, ce n'est pas seulement tous les 5 ans, c'est quotidiennement. Et on doit toujours avoir à l'esprit que les critères d'homologation doivent s'appliquer et font partie de notre culture commune, celle à la fois surtout des personnels. Et à ce titre-là, je voulais souligner aussi le fait que pour moi, l'homologation, c'est déjà une démarche qualité. Et en ce sens, comme toute démarche qualité, elle nécessite qu'il y ait des temps où on fait le point, où on se pose, où on a une réflexion commune sur ce que l'on fait. Et c'est important que les inspecteurs viennent dans l'établissement justement pour avoir ce regard externe sur ce qui est fait et apporter leur expertise à travers cette visite au moment du renouvellement. Donc moi, l'expérience que j'ai vécue en 2019-2020, alors fort heureusement, elle était juste avant la pandémie, donc c'était plus facile, mais je l'ai jugée très, très constructive, puisqu'elle nous a permis de prendre le temps d'avoir un regard sur l'établissement, un regard partagé donc avec les inspecteurs qui sont venus, et les recommandations et les avis de la CIH nous ont semblé tout à fait intéressants et ont constitué en fait une feuille de route pour la suite et ont servi au sein de l'établissement avec les différentes instances avec lesquelles on a partagé ce regard à améliorer ce qu'on faisait. Donc, moi, j'estime que c'est important dans la démarche qualité d'avoir cette visite régulièrement et que c'est un temps donc où l'on se pose et où on prend le temps de constituer à travers le dossier que l'on fait remonter les différents éléments qui valident les critères d'homologation. Voilà, donc l'accompagnement par les inspecteurs, il est évidemment pas seulement tous les 5 ans, il est là aussi quotidiennement, enfin régulièrement au sein des établissements, mais le fait qu'il y ait ces critères, le fait qu'il y ait cette visite, ça permet d'avoir un regard externe et nous ensuite de réfléchir collectivement
aux pistes d'amélioration que l'on peut suivre.